Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Et alors j'ai envie de commencer avec une actu amusante. Ce mardi, aux Émirats Arabes Unis, les autorités ont réaffirmé le fait que le Bitcoin n'est pas un légume. Enfin, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'ils l'ont formulé, puisqu'en pratique, le service administratif en charge de l'agriculture a publié un communiqué rappelant que les terres agricoles devaient conserver leur usage agricole et qu'il était par conséquent interdit de miner de la crypto sur ces terres. Apparemment, c'était un problème au sein de plusieurs fermes qui avaient très certainement une consommation d'électricité démesurée. Et à partir de maintenant, tous ceux qui essaient de le faire seront donc sanctionnés par la suspension de toute subvention, la coupure de l'électricité, la confiscation du matériel de minage et une amende de plus de 20 000 €. Deuxième news, c'est le dollar qui en passe de connaître sa pire année depuis 1973. Donc aussi, pourquoi tout explose à la hausse? Parce que le dollar, il est en train de s'éclater tout par terre, tu vois. Donc le dollar connaît sa pire année depuis 1973. Sa pire année depuis 52 ans, donc ça fait quand même pas mal. L'SP500, lui, le plus gros indice financier mondial, le plus gros ETF, le plus gros ETF américain aussi, a explosé de plus 40% ces 6 derniers mois. D'habitude, l'SP500, c'est 10% par an, hein, depuis qu'il est sorti, depuis pas mal d'années, depuis pas mal de décennies même. Bon, donc là, 40% en 6 mois, tu sens bien qu'il a bien poussé. Le Bitcoin a fait un nouveau sommet aussi. L'or fait sommet historique sur sommet historique. Pareil, l'or a gagné entre 40 et 50% depuis le début de l'année. C'est la folie. La corrélation entre l'or et l'SP500, c'est du jamais vu. On est à 0,91. Parce que d'habitude, quand l'SP500 explose, l'or, il explose pas à côté. L'or, c'est une valeur défensive. Ça explose quand ça va pas. Mais là, il y a tout qui explose à la hausse. L'SP500 explose, l'or explose, le Bitcoin explose et le dollar, il est tous par terre depuis plus de 50 ans. Enfin, on a l'or qui s'approche des 4000 $ l'once ce matin, une poussée complètement folle, ça ne s'arrête plus. Je sais qu'on en discutait à l'époque avec pas mal de personnes sur le Discord au fameux franchissement des 3000 $. On se disait déjà, purée, quel milestone pour l'or d'avoir franchi les 3000. Seulement quelques mois plus tard, on est déjà à 4000. Donc si le bull run n'est pas encore du côté des crypto-monnaies, on sait d'ores et déjà où s'est propagé tout cet argent. Au niveau du Bitcoin, sur la partie ETF, si on regarde bien, là sur les derniers jours, alors entre le 22, 23, on a eu quand même pas mal de sorties, 363 millions le 22, 103 millions de sorties le 23, le 25 et le 26, pareil, des grosses sorties, et là, dernièrement, on commence de nouveau à avoir des rentrées. Alors si on regarde au niveau de la courbe, en fait, on a eu une consolidation, hein, si je zoome un peu, regardez, hein, on est vraiment juste en train de consolider, donc pour le coup, il n'y a pas de panique à avoir par rapport à ça. Il y a eu quelques sorties, mais on est toujours sur une période d'accumulation avec près de 58 milliards de rentrées nettes sur la partie BTC. Sur l'Ether, c'est un peu plus timide pour le coup. Là, si on zoome un peu, il y a eu quand même pas mal de sorties entre le 22 et le 26 septembre. Regardez, hein. Là, on a eu moins 76 millions de sorties, 140 millions, 79 millions, 251 millions, 248, etc. Là, on repart de nouveau, en fait, comme pour Bitcoin, le 29 et le 30 septembre, on repart un petit peu à la hausse avec une grosse rentrée, clairement, le 29 septembre. Presque 550 millions de rentrées nettes sur Ether. C'est une très, très grosse rentrée. Si on regarde sur Bitcoin, je suis même pas persuadé. Voilà, on a fait une plus grosse rentrée, en fait, sur Ether sur ce jour que sur BTC, quoi. C'est quand même assez fou et qui confirme aussi la tendance qu'on avait depuis un certain temps, c'est-à-dire une surperformance de l'Ether et avec une demande plus importante de l'Ether par rapport au BTC dans des périodes comme aujourd'hui. Depuis les ETF, notamment ceux de BlackRock sur Bitcoin aux États-Unis, on regarde beaucoup plus la macro. On regarde tous les faisceaux d'indices extérieurs qui ne concernent pas directement et uniquement le marché des crypto-monnaies, puisqu'ils ont beaucoup plus d'impact sur Bitcoin et sur le reste des cryptos qu'avant. Finalement, c'est plutôt logique, les crypto-monnaies évoluent, sont devenues une classe d'actifs que l'on regarde et qui est beaucoup moins atypique, beaucoup moins niche qu'à l'époque, et donc, naturellement, elles sont également affectées par l'évolution et la santé globale des systèmes financiers. Et aujourd'hui, c'est la dette française qui pourrait bien être un déclencheur pour déstabiliser quelque chose de beaucoup plus gros, la santé financière européenne. On en parle beaucoup en ce moment, notamment suite à des propositions d'augmentation de taxes, d'impôts, de réduction de budget, mais je pense qu'il est intéressant, d'autant plus en tant qu'investisseur, de s'intéresser à ce problème en prenant un petit peu de recul et en imaginant qu'est-ce que ça peut créer comme instabilité et quel genre d'action pourrait prendre la Banque Centrale Européenne si cette situation continuait à se dégrader. Si vous voulez vraiment comprendre la stratégie des institutions, il suffit de suivre les flux financiers. Ces flux révèlent une concentration massive sur l'infrastructure, avec des écarts de financement qui parlent d'eux-mêmes.
Les projets d'infrastructures crypto captent une médiane de 112 millions de dollars par tour de table. Pendant ce temps, les applications destinées au grand public se contentent de levées comprises entre 6 et 18 millions de dollars. Les secteurs mining and validation atteignent 83 millions de médiane et les réseaux de compute 70 millions. Ces différentiels ne sont pas accidentels, ils reflètent une conviction profonde sur l'avenir du secteur. Pour illustrer cette transformation, prenons le cas emblématique de XY Miners, qui a levé 300 millions de dollars auprès de Sequoia Capital pour développer des solutions de cloud mining. Sequoia Capital, l'un des fonds les plus prestigieux de la Silicon Valley, qui a financé Google, Apple et PayPal, investit désormais dans le minage de Bitcoin. Cette décision marque un tournant historique dans la perception institutionnelle des infrastructures crypto. Mais XY Miners n'est pas un cas isolé. Alors, l'extase du sommet, je pense qu'on peut le ressentir. Moi, je suis pas d'alpinisme, mais j'ai des copains qui font l'alpinisme et ils me disent tous la même chose, hein. C'est-à-dire que bon, ils adorent grimper et puis transpirer, puis etc., etc. Et puis ils aiment bien la redescente aussi quand ils ont fait leur effort et en faisant attention parce que la descente est dangereuse quelquefois. Mais le moment d'extase, c'est le sommet. Quand tu es au sommet, voilà, tu regardes les montagnes. Ça marche aussi quand tu as rendez-vous au 5e étage et que tu arrives au 5e. Oui, Et voilà. que tu montes les escaliers. Hein, Oui, voilà. tout simplement. Oui, t'as raison, ouais. Si vous êtes peut-être un peu moins fort. sportif, Peut-être un peu moins fort. Mais je pense qu'il y a une notion d'extase du il y a un sommet. soulagement quand on arrive au 5e. Oui, il y a une forme d'extase. Donc on sort un peu du rationnel. Bon. C'est la même chose pour les présidents. On dit qu'ils ont 100 jours de grâce. Ouais, C'est quoi quand ils sont élus. Quand ils sont élus. Voilà, donc ça c'est un extase du sommet. Et puis, dernier exemple qui me semble absolument frappant, c'est quel est le meilleur moment quand il y a des gens qui aiment les voitures, voilà. Bon, les voitures, quel est le même, je pense, pour eux, quel est le moment fantastique de la voiture? C'est quand le jour où tu l'achètes. Ça, c'est l'extase. Et puis, Un mois plus tard, bon. plus tard, c'est un tas de ferraille. Enfin, tu vois, c'est à peu près. Enfin, ça dépend, les gens aiment plus ou moins. Mais en gros, il y a un moment qui est très amusant, c'est quand elle est toute neuve. Donc, cette notion d'extase, elle est totalement dans notre conscience humaine. Bon, est-ce que ça se traduit dans les marchés? Eh bien oui, parfaitement. Et c'est incompréhensible d'un point de vue de modélisation. Donc, on va y revenir après. Parce que ça a énormément de conséquences sur tous les modèles qui existent, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai simplement regardé, voilà. On va regarder déjà les marchés actions. On regarde une fois par mois, voilà, tous les 31 du mois ou 30-31, le dernier jour du mois. On regarde le prix. On regarde sur les 12 mois écoulés. Et dit, est-ce que je suis au sommet ou pas? Voilà. Question pas très compliquée, hein. Ah. Si je suis au sommet, j'achète. Si je ne suis pas au sommet, même juste 0,5% en dessous, Je vends. non, je ne vends pas, je ne fais rien. Si tu achètes quand tu es au sommet et une fois que Ah oui, je revends la position. Voilà. Faut revendre, Donc, c'est sûr. alors, il y en a un qui n'investit que dans les sommets et l'autre qui n'investit que quand ce n'est pas le sommet. Alors, l'autre investit beaucoup plus parce que les sommets, il n'a pas tout le temps. Bon. Mais ce qu'on regarde, c'est que la différence de rendement est colossale. C'est-à-dire celui qui est au sommet, dans tous les marchés actions, son espérance de rendement est 3 fois supérieure. 3 fois supérieure. Donc on n'est pas dans une marginalité statistique de différence de 5%. Ah ouais. Et les chiffres à la pluie, Et j'avais tes tableaux. Ah ouais, on remontera les tableaux si vous voulez. Alors, Sharpe ratio, donc rapport entre le rendement Et et la vol, 4 fois supérieur. Donc on est dans une anomalie totale. Imaginez un échange décentralisé qui combine le meilleur des DEX et des SEX. Un endroit où vous gardez vos clés privées, vous payez 0 frais de trading et vous avez accès à une profondeur de liquidité digne d'un Binance ou d'un Coinbase. Ça paraît trop beau pour être vrai. Eh bien, c'est exactement la promesse de Paradex. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble cet échange décentralisé qui veut révolutionner la DeFi. Ensuite, ça c'est très drôle, je trouve. Morgan Stanley, qui il y a encore quelques mois disait que le Bitcoin était une monnaie de singe. Donc on part de le Bitcoin est une monnaie de singe. Ils font même plus fort que Fidelity. Ils conseillent 2 à 4% de crypto dans les portefeuilles. Imaginez. Donc ça, faut mettre ça en face de le Bitcoin est une monnaie de singe. Voilà les banques. Et incroyable. Autre exemple encore, Liban, 2019 à 2022, c'est la catastrophe totale. Les banques bloquent les retraits, imposent une conversion forcée des taux arbitraires, pendant que la livre libanaise s'effondre tout simplement avec moins 95%. Résultat, on se retrouve avec un pays entier qui vit avec une économie à 2 vitesses, où seuls ceux qui ont accès au dollar peuvent encore s'en sortir, les autres voient leur économie disparaître. Canada 2022, même dans une démocratie qui est considérée comme à peu près stable, le gouvernement gèle
révèle 206 comptes liés au mouvement du Freedom Convoy, soit près de 8 millions de dollars. Un simple clic administratif suffit à priver des citoyens de leur argent car ils manifestent leur idée. Et ça, ce ne sont pas des cas isolés, parce que nous avons même en Argentine, dès 2001, l'État qui avait instauré le Corralito, qui est une limitation drastique des retraits bancaires, la convertibilité forcée des dépôts en pesos dévalués, et des millions de citoyens ont été ruinés du jour au lendemain. Il y a encore le cas de l'Islande en 2008, la Turquie en 2018, et j'en passe. Ces épisodes ont tous une leçon pour moi qui est commune. L'argent en banque n'est pas une garantie absolue, voire même loin de là. Il existe tant que le système tient, mais dans un monde où la monnaie est de plus en plus immatérielle, centralisée, traçable, où ton accès peut être limité, plafonné, voire supprimé en quelques instants, ou même encore pire, comme on a pu le voir avec le yuan chinois, où il y avait une date de limitation pour son utilisation. Et même dans tout ça, si tu as la chance de pouvoir accéder à ton argent, une autre menace pèse réellement, sa dévaluation progressive. Entre 2002 et 2022, l'euro a perdu 38% de son pouvoir d'achat. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Hier, Donald Trump a déclaré qu'il envisageait de stimuler l'économie. Ok, finalement, on commence à réentendre ce genre de choses. Il veut stimuler l'économie. Il ne veut pas vraiment rembourser la dette. En fait, la seule façon d'y parvenir, c'est de croître suffisamment pour réduire la profondeur de la dette. Alors, autre chose, c'est que Trump envisage également de verser à chaque citoyen américain, forcément, un chèque de relance de 1000 à 2000 dollars grâce aux recettes des tarifs, grâce aux droits de douane. Donc, avec toutes ces taxes qu'il gagne grâce aux douanes, eh bien, il souhaite reverser 2000 dollars à chaque citoyen américain. Alors, rappelez-vous, ceci également s'est produit durant le Covid-19. Les gens ont reçu environ 2000 dollars également durant cette crise. Bon, pour le coup, c'était un petit peu différent. On a eu entre 600 et 3000 dollars, je pense, mais bon, disons quelque part aux alentours de 2000 dollars en moyenne. Et ce que les gens ont fait, eh bien, c'est que il y a énormément de personnes qui ont investi en bourse ainsi que dans la crypto. Les gens l'ont investi d'ailleurs dans des mèmes. Pourquoi? Parce que même si vous investissez, eh bien, 2000 dollars dans l'or, ok, bon, disons que l'or augmente de 10%, bah voilà, vous êtes à 2200 dollars. Eh ben, c'est juste pas assez pour changer votre vie. C'est chouette, mais bon, voilà, c'est pas énorme. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de s'assurer de ne pas holder de la monnaie fiduciaire, de la fiat, et donc, forcément, qui ne fait que dépresser. Quelque chose quand même d'enthousiasmant, malgré tout, la SEC pousse activement pour que les actions soient échangées on-chain, avec un lancement prévu rapidement, selon le média The Information. Alors c'est selon le média, c'est pas forcément quelque chose d'officiel, mais ça va quand même plutôt dans ce sens. Tous les marchés financiers, toutes les actions, l'or, etc., n'importe quoi, tous les actifs sur la blockchain. C'est forcément bon pour le secteur crypto, après c'est pas pour autant que ça profite à l'ensemble des crypto-monnaies. Christine Lagarde plaide pour une meilleure régulation de la finance non bancaire, donc le secteur des cryptos. La présidente de la Banque Centrale Européenne s'inquiète d'un environnement devenu inéquitable pour les banques. Et donc, hallucinant. Donc, Christine Lagarde, à la veille du week-end, dans un discours prononcé à Amsterdam à l'occasion du départ de l'ancien président, elle s'inquiète, mais pas question de s'inscrire dans une même tendance en Europe. Ça veut dire qu'on fait cavalier seul, le monde entier est en train de s'enrichir, préparer des générations de milliardaires et de millionnaires qui vont juste investir et suivre le mouvement. Ce que nous préconise Christine Lagarde, c'est de rester complètement à l'écart, au contraire d'aller réglementer. Honnêtement, on s'enfonce, mais jour après jour, l'Europe s'enfonce dans ce secteur-là. Après, ce qui fait plaisir, c'est qu'elle peut dire ce qu'elle veut. Les banques européennes ne l'attendent pas. BBVA se lance, Deutsche Bank, Deutsche Börse, il y a plein de banques, Société Générale qui se lancent. Et heureusement que toutes ces banques européennes ne l'ont pas attendu. Mais c'est une catastrophe pour l'Europe, je trouve. Donc déjà la flat tax 30%, c'est énorme. C'est énorme. Et là, il faut l'augmenter à 36%. Mais tout le monde va se barrer et cash out dans d'autres pays. Il n'y a personne qui convertit ses cryptos en euros. Hein. Personne ne fait ça. Hein. Je connais personne. D'ailleurs, moi-même, je n'ai jamais converti, écoutez bien, ça fait 4 ans que je suis dans la crypto, je n'ai jamais converti un USDT en euros. Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais converti en euros.
C'est difficile de prédire exactement les réactions de Bitcoin à ce type de nouvelles. On voit aujourd'hui que le cours du Bitcoin est quand même corrélé au moins en partie à ce qui se passe aux États-Unis. Et donc on pourrait très bien se dire, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis affaiblit le dollar et donc renforce Bitcoin, en tout cas dans son cours par rapport au dollar. Mais on pourrait aussi se dire que c'est un signal politique relativement négatif qui va faire baisser la consommation aux États-Unis parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui ne vont pas recevoir leur salaire. Et ça, c'est pas très bon en général pour l'économie, pour les marchés. Et donc les investisseurs auront peut-être tendance à plus se sécuriser. Donc il peut y avoir des mouvements très différents, une grande ambivalence des investisseurs. Et ce à quoi on s'attend surtout, c'est plus de nervosité du marché, c'est-à-dire un Bitcoin un peu plus volatile, des mouvements d'euphorie ou de panique qui peuvent être un peu plus violents. Je pense que la vraie conséquence sur l'ensemble du shutdown, c'est surtout que, vous le disiez, un certain nombre de décisions pourraient être reportées, en particulier à la SEC ou à la CFTC. Et donc ça pourrait retarder l'arrivée de certains ETF, par exemple. Deuxième jour de shutdown aux USA, c'est fabuleux. Je vous aurais parlé du mot shutdown il y a 3 semaines. Personne n'y aurait prêté la moindre attention. Sauf par contre quand les politiciens commencent à tout bloquer. Et là, ça devient le mot le plus répété, le mot le plus utilisé dans les médias financiers. Mais alors, Wall Street, rien à foutre. Hier, ça montait encore. Bon, pas beaucoup, mais ça montait quand même. Aujourd'hui, ça va probablement monter. Demain, probablement pareil. Ah non, demain c'est samedi, ça montera pas. Mais chaque semaine, c'est 0,1% de PIB qui s'évapore dans l'atmosphère. Normalement, ça devrait inquiéter, mais non, le Nasdaq bat des records, le S&P bat des records, l'Europe explose, le CAC franchit les 8000 points, le DAX est au plus haut de tous les temps. C'est un peu comme le gars qui saute d'un avion sans parachute et qui se dit en voyant le sol approcher à toute vitesse, oh bah jusque-là, tout va bien. Voilà un peu l'esprit du marché pour l'instant. Washington est paralysé, les fonctionnaires sont au chômage technique, les stades sont bloqués et pendant ce temps, Wall Street fait la fête. Enfin, lundi 6 octobre, on n'aura rien. Demain, mardi 7 octobre, on aura certains gouverneurs de Fed qui vont parler de 16h l'après-midi jusqu'à même 22h le soir, tu vois. Puis après, mercredi, on aura aussi certains gouverneurs de Fed qui vont parler. Ça sera à 15h20, 15h30 l'après-midi. Et surtout, à 21h le soir, c'est assez marrant, c'est complètement décalé. Bon, à 21h le soir, il y aura il y aura la minute de la Fed, qui va tomber. C'est le compte rendu de ce qu'a dit la Fed il y a 3 semaines. Ils mettent tout sur papier, tout proprement. C'est un peu ce qu'a dit Powell pendant son discours, les prévisions, tout ça, des différents gouverneurs avec le dot plot, qu'est-ce qu'ils prévoient comme baisse de taux. Bon, ça sera un rappel sur papier de tout ce qui a été dit il y a 3 semaines, donc ça peut créer un petit peu de volatilité, donc ça sera après-demain, ce sera mercredi à 21h le soir. Jeudi, il y a Jérôme Powell qui va parler à 14h30. Par contre, c'est pas un événement majeur. Donc des fois, Powell, il fait des discours comme ça, mais il parle pas spécialement d'économie, tu vois. Des fois, il fait des discours dans des universités, dans des petites conventions comme ça, mais il va pas rentrer dans ce jeu-là de parler de baisses de taux, tout ça. Il peut parler un peu de tout et de rien. Bon. On aura aussi jeudi les demandes d'allocation chômage pour la première semaine d'octobre. On aura quelques gouverneurs qui vont parler. Et on finira la semaine vendredi avec encore du gouverneur qui parle et le sondage par l'Université de Michigan par les consommateurs, savoir si on bullish ou pas. Et alors maintenant, le meilleur pour la fin, le Trésor américain veut frapper une pièce de 1 dollar avec la tête de Trump dessus. Non, c'est pas une blague, c'est même pas une fake news. Pendant un moment, on a cru que c'était ça, mais pas du tout, c'est pour de vrai. Il va vraiment y avoir une pièce de monnaie frappée avec la tête de Donald Trump dessus. Alors dans la foulée, pour faire passer la pilule, il a quand même laissé entendre qu'il allait filer 1000 à 2000 dollars de soutien à chaque Américain avec les bénéfices des droits de douane. Donc ça a aidé encore tout le monde à être hyper motivé. Mais quand même, une pièce de monnaie à son effigie en 2025, là ça sent quand même l'ego surdimensionné. Historiquement, quand le marché américain se portait bien, le cours du BTC se portait bien. Il y a une espèce de corrélation qui s'est faite entre les deux. Et donc, ce qui permet d'avoir un peu un ordre d'idée des projections. Pour l'instant, c'est, comme je vous le dis, c'est une corrélation qui est estimée sur les quelques cycles qu'il y a sur le BTC. On n'est pas sur 200 ans d'historique, on est sur, on va dire, une grosse quinzaine d'années. Et donc, si on suit ce pattern-là, on a bien effectivement une projection comme quoi le marché américain devrait reprendre, mais un peu plus loin que ce qui était initialement prévu. Quand on vous disait sur fin d'année 2025, on va avoir une hausse prononcée du BTC, parce que historiquement, c'est ce qui s'est passé.
eux, ils sont plutôt à dire que ce serait sur l'année 2026. C'est-à-dire que 2025 serait intéressant sur cette fin d'année, mais que le vrai pic se tirerait sur plutôt milieu 2026, parce que c'est ce qu'ils prévoient et ce qu'ils projettent sur l'économie américaine. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on est toujours d'un point de vue timing dans les clous. Donc, il n'y a pas de raison de partir sur ce scénario-là. Mais c'est une probabilité qu'il faut envisager. Premier plafond de verre, Bitcoin. Voilà. Après, vu sa dynamique, honnêtement, moi, ce que je vois ici, sans faire de l'analyse graphique, franchement, on est en train de faire un magnifique W. Pour moi, c'est un W bush. Je vois pas pourquoi on va pas tout exploser. Je suis en quotidien. On est nickel. Moyenne mobile 50, 100, 200. Après, on vient de taper quand même, toujours pareil, hein, pour moi, c'est analyse simple. On vient de faire plus 12%. Donc, peut-être qu'il aura besoin un peu de digérer pour aller exploser les 124 et partir en ATH. Je voulais justement vous montrer ça, les amis. Donc, vous savez, hein, j'ai un faible pour cette Bitcoin heatmap qui représente pour le coup extrêmement bien le comportement des whales, et notamment le fait de se dire, bah oui, mais là, on est déjà à 125 000. Est-ce que tu penses que Bitcoin a terminé son run ou pas, etc., etc. Je vous montre une chose. À l'heure actuelle, donc je vous rappelle, hein, rouge ne veut pas dire que la whale vend. Rouge, ça veut juste dire que la whale attend. Elle ne passe pas à l'achat. Bleu, et plus le bleu est foncé, plus ça veut dire une zone d'achat importante. On remarque que là, on a cette zone, donc les whales, donc de 100 bitcoins à 1000 bitcoins et de 10 à 100 bitcoins, c'est ça, hein, ouais, qui sont en mode achat énervé, donc qui achètent. Donc ça, c'est vraiment une info qui est tombée, c'était vendredi, je dis pas de bêtises, le 3 octobre, donc ouais, c'était vendredi. Donc vendredi, on voyait qu'on avait des whales qui achetaient massivement, donc les 100 à 1000 bitcoins et les 10 à 100 bitcoins. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas les plus grosses whales. Et vous avez raison, hein, les plus grosses whales, c'est les supérieurs à 10 000 bitcoins, etc., etc. Mais je vous rappelle, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, que ici, ce que cette heatmap track, ce sont des adresses de portefeuille. Or, si jamais vous êtes une whale, imaginons demain, vous avez 50 000 bitcoins sur votre compte. Et je vous le souhaite. Vous avez 50 000 BTC sur votre wallet. Moi, personnellement, si j'étais une whale avec 50 000 BTC sur mon wallet, je peux vous jurer que je n'ai pas une seule adresse BTC avec les 50 000 dessus. Ensuite, pour la partie Ether. Franchement, pour l'Ether, la structure, elle est toujours très belle. Hein. Si on zoome un peu, hop là, regardez. C'était ce que je vous avais dit sur tout le mois de septembre. Je vous avais dit que j'aimerais que en weekly, voire même qu'en monthly, en fait, qu'on ait des grosses mèches comme ça pour aller montrer qu'il y a toujours énormément d'acheteurs sur la partie Ether et qu'on vienne défendre cette zone qui est une zone remarquable. Hein, regardez, hein, cette zone des 4000 balles, 4100, 4200. C'est une zone qui a été une zone de résistance pendant des années, quoi, depuis mai 2021. On est venu la breaker un tout petit peu pour l'ATH de 2021, mais là, depuis, on a eu quand même pas mal de corrections. Et regardez l'augmentation qu'on a eue depuis les 1300 balles sur l'Ether. On est quand même sur une structure qui est extrêmement belle. Et là, malgré la correction qu'on a eue ces derniers temps, on est pile venu confirmer, pour l'instant, cette zone de résistance comme zone de support. Donc, on a eu un breakout, un retest, avec des très grosses mèches qui ont prouvé que les acheteurs étaient vraiment présents et donc on a racheté en fait ces baisses-là pour ne pas venir clôturer en dessous. En weekly, on est vraiment sur quelque chose qui est assez extraordinaire pour le coup. Et être bearish sur ça me paraît quand même assez dingue. Donc, très bullish sur la partie Ether. On en a compris, de toute façon, c'est impossible de spéculer sur la fin d'une bulle, mais en fait, on peut quand même y faire des statistiques parce que, en fait, des bulles, il y en a eu plein. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'avec un intervalle de confiance supérieur à 90%, ces bulles ne durent généralement pas plus de 2 à 3 ans. Et la plupart d'entre elles, d'ailleurs, éclatent dans cet intervalle de 2 à 3 ans. Raison pour laquelle je vous ai donc largement averti sur l'éclatement imminent de la bulle IA, sans chercher à dire la date précise, parce que j'en ai rien à foutre, mais juste dire on est entré depuis pas mal de temps déjà dans cette phase 2 à 3 ans, puisque ça fait maintenant, donc depuis le dernier bottom, hein, donc fin 2022, ça fait pratiquement 3 ans aujourd'hui qu'on est dans ce cycle de l'IA. Et à mon avis, il faut faire un petit peu attention, parce qu'on n'est pas trop loin de la fin. Pour pas dire qu'on y est déjà, mais bon, encore une fois, je vais pas jouer le 10 heures de bonnes aventures. Bref, donc ça c'est la chose, comme on l'a dit. Et enfin, dernier bonus, plus côté DGen, côté carrément meme coin. Sachez qu'il y a un meme coin qui s'appelle Unstable Coin,
Donc bien sûr, ça fait référence au stablecoin, un stablecoin instable. Donc c'est assez drôle, c'est un mème évidemment. Et en fait, je trouve que alors ce mème qui est sur Solana me paraît, on va dire, le leader côté meme coin de cette grosse narrative. Actuellement, il est quand même capitalisé à 42 millions de dollars. Donc c'est quand même pas rien. Ça reste un low market cap par rapport aux cryptos en général. Mais voilà, je me dis qu'en mode beta play dégénéré, ça pourrait être un truc qui performe de fou si vraiment tout s'emballe et que, je sais pas, le market cap des stablecoins passe genre à 600 milliards, j'en sais rien. Bref, on verra tout ça. Renseignez-vous bien. Évidemment que tout ça est très risqué. Si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.